je suis Pierrick Fay. Nous sommes vendredi et La Story, le podcast d'actualité des Échos, laisse sa place à Take-Off. Pour cette saison 2, Guillaume Brégeras s'invite pour un petit déjeuner pas ordinaire chez les femmes et les hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Je vous laisse en tête-à-tête avec Guillaume Brégeras. Il ne reste plus que quelques minutes avant qu'Oussama Ammar ne me reçoive chez lui. Le cofondateur de The Family tranche dans le paysage policé de la French Tech et j'attends avec impatience de pouvoir converser avec lui des sujets qui l'animent. L'ambition, la diversité mais aussi les méthodes de croissance. Il est toujours sur la brèche. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos et je vous invite à me rejoindre pour cette conversation brute et d'une franchise rare. C'est un plaisir de t'avoir ici. Bienvenue à Londres. Merci. Plaisir d'être là. Oussama, merci de me recevoir effectivement à Londres. Ça n'a pas été simple de venir, mais on y est arrivé. Je commence toujours ce podcast par le rituel matinal. Donc toi, tu es un grand voyageur. Donc est-ce que tu arrives à avoir un rituel matinal ? Non, j'ai pas de rituel matinal. La plupart du temps, mon rituel matinal, c'est la panique. Parce que j'ai pas entendu mon réveil. Je suis pas coiffé, je m'habille et je pars en courant. On a un petit rituel matinal le dimanche, qui est une journée sacrée pour moi le dimanche. Je travaille pas. C'est ce jour où. T'y arrives. Ouais, mais très bien. C'est vraiment, j'ai pas de téléphone. Les seules exceptions, c'est quand on fait des events de family de temps en temps le week-end. Mais c'est assez rare. On a un onboarding toutes les 8 semaines. Et dans ce cas-là, je prends le lundi off. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, la journée de récupération était hyper essentielle au rythme. C'est comme quand tu cours un marathon, quoi. Il y a un moment, tu peux pas. Et donc voilà. Mais le dimanche, en général, on brunch, mais on se lève à midi, donc c'est. Reste le mode. Et tu arrives à imposer ça aussi à tes entrepreneurs, ceux que tu suis, parce qu'ils sont dans un mode plutôt en général. Alors c'est un conseil que je leur donne. Ils me croient pas quand je leur dis que je fais ça. Après. Il y a une époque, je le faisais pas, j'ai survécu. Je pense qu'en fait, faut pas sous-estimer à quel point l'équilibre vient dans le temps, en fait. Quand t'as 20 ans, tu démarres, t'es stressé. Moi, je suis resté de 20 à 25 ans, j'ai pas pris une journée de vacances. J'en suis pas mort. Hein. Enfin, vraiment. Ouais. Maintenant, je prends un mois tous les ans. Puis c'est aussi ça, dans la vie, tu fais des choses pour réussir. Et puis quand tu réussis, t'as un peu plus de liberté. Et puis c'est normal, en fait. C'est pas... Je pense pas. Il y a ce mythe des gens successful qui travaillent encore plus qu'avant. La plupart des gens successful que je connais, ils travaillent quand même beaucoup moins quand ils étaient pas successful, quoi. Donc c'est normal. Dieu merci. Sinon, pourquoi faire tout ça, en fait? Si tu peux pas partir 3 semaines en vacances là où tu veux, autant arrêter, quoi, en fait. Et ce modèle-là, tu l'as imaginé quand? À quel moment, tu te souviens? Très organiquement. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que j'ai toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de faire une Villa Médicis. J'ai visité la Villa Médicis, j'avais 14 ans. Et le concept je m'en souviens très bien. Il y avait une maison magnifique dans laquelle des artistes venaient pour faire de l'art librement. C'était mon rêve. Quand j'avais 16 ans, avec un ami qui s'appelle Pierre Guingamp, on était obsédés par l'abbaye de Thélème. Dans Gargantua, l'abbaye de Thélème, c'est un lieu que Gargantua a créé, imaginaire, dont la devise est « fais ce qu'il te plaît ». Et dans cette abbaye, les gens peuvent se consacrer à l'art, à la science, etc., parce que l'infrastructure et l'intendance tournent. Et donc, si tu veux, c'était un thème récurrent dans ma vie, en fait. The Family, quand j'ai créé The Family, c'était vraiment une pure extension de moi, en fait. Et donc, 10 fois dans ma vie, j'ai essayé de créer The Family. Quand j'étais au lycée, on était une bande de copains, on allait dans des parcs, parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait des parcs. On se réunissait tous les mercredis, on passait la barrière du parc la nuit, on faisait des feux sur la plage et on se racontait des histoires. C'était où ? À Tours. J'ai grandi à Tours, ouais. C'est sur les bords de Loire. Le nombre de fêtes qu'on a fait clandestinement sur les bords de Loire. Quand j'étais en prépa, tous les samedis, dans ma chambre, il y avait une vie. Je m'étais arrangé avec le gardien de l'internat pour avoir le droit de faire entrer des gens extérieurs. Et donc tous les samedis, si tu veux, c'était une espèce de Villa Médicis un peu improbable. Donc cette période-là, ma vie, c'était très politique. À l'époque, j'étais très intéressé par la politique. Puis après, je me suis dit, il faut quand même faire de l'argent. Donc ça a été la même chose, mais version truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours aimé être entouré de gens. J'ai toujours aimé aider les gens et j'ai toujours aimé les gens très ambitieux.
Et en fait, The Family, le modèle, il y avait 2 hypothèses initiales. L'hypothèse numéro 1, c'est que si je vais lever un fonds d'investissement, si je fais ce que tous les VC font, à savoir aller voir des LP, etc., eh ben, je serai un esclave comme les autres et que j'ai pas cette énergie. Je supporte pas l'idée de suivre des règles qu'on m'impose. Je pense que la liberté à The Family, et c'est un truc qui est partagé par Nicolas et Alice. Souvent, les gens disent « Ah, vous vous ressemblez pas, c'est marrant. » Les gens se rendent pas compte, on se ressemble énormément. C'est juste 3 expressions d'une même rébellion, en fait. Nicolas Collin, sous ses airs d'inspecteur des finances, en fait, il fait du hard rock et et il est. On peut l'écouter. Ouais, sur Instagram, quand Nicolas fait de la basse, les gens n'y croient pas. Enfin, quand ils voient ça, ils disent mais what the fuck. Alice, c'est une artiste née. Elle a cette pulsion, etc. Elle a signé une BD récemment. Ouais, exactement. Elle a dessiné une petite BD interne. Donc, si tu veux, il y a ce truc très ok, on va tout casser. Donc, ça marche pas quand tu vas gérer l'argent pour le compte de tiers, et c'est normal. T'as pas le droit d'être comme ça. T'as pas le droit d'être fou quand tu gères de l'argent. Mais moi, je gère pas d'argent, je crée de la valeur. Et donc, ça, c'était l'hypothèse initiale. On veut pas être un fonds d'investissement. Et la deuxième hypothèse, qui était très importante pour nous, c'était de se dire comment faire pour que l'equity qu'on prenne dans les boîtes, les entrepreneurs soient heureux de nous la donner, alors que justement, il n'y a pas d'échange monétaire. Donc, comment créer cette valeur ajoutée? Et donc, ça prendrait du temps. On a pris 1% dans les premières boîtes, 2% dans celle d'après. Maintenant, on prend 5%. Peut-être un jour, on prendra 10%, j'en sais rien. Mais cette valeur ajoutée et ce mode de se dire, notre obsession, c'est la relation avec les entrepreneurs, ça a été très organique. Donc, il n'y a pas eu vraiment un moment où on a pensé le projet The Family. Le projet The Family, c'est par à-coup, par opportunité, il s'est bâti. Et un jour, tu regardes et tu te rends compte que c'est très complexe. Ce week-end, on a essayé pour la première fois de dessiner The Family, on a abandonné. Si tu dessines toutes les interactions, parce qu'on a vu ce dessin de Walt Disney, je sais pas si tu as vu passer ce truc, on s'est dit, bah tiens, on va faire la même chose. Et en fait, tu laisses tomber. Il n'y a aucune feuille assez grande, c'est infaisable. Et surtout qu'en fait, parce qu'il se passe plein de choses dans The Family dont les dirigeants n'ont absolument pas conscience. Moi, on passe mon temps à me féliciter pour des trucs. Je suis toujours très gêné en disant oui, merci. En fait, je ne sais même pas de quoi les gens parlent. La dernière fois, les gens sont venus me voir et m'ont dit ouais, il y a Ron Conway qui est à The Family, bravo. Quoi? Ron Conway à The Family? Et du coup, tu as été le voir? Bah non, j'étais pas là. J'étais pas à Paris ce jour-là. Et donc, si tu veux, quand ton organisation devient vraiment une plateforme où chacun est libre, rebelle, sans power, si tu veux, le mec de l'événementiel, il s'est pas dit je vais aller faire chez Oussama, il y a Ron Conway qui vient. Non, Ron Conway machin, Ron Conway, Jojo le Clodo, il sera traité de la même façon à The Family, super bien quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment, ça c'est des vrais moments de fierté en fait. Alors ça a un downside. Des fois c'est le bordel. Des fois on fait des conneries. Tu te dis mais putain. Alors c'est très drôle parce que souvent les juniors dans l'équipe ils disent oui alors faudrait mettre un process. Non t'as pas compris. Le downside c'est le prix à payer pour un upside exceptionnel. Donc de temps en temps bah tu payes. Moi j'ai créé The Family sans y croire une seconde en fait. Moi vraiment littéralement je me suis dit bon dans un an ça se plante. On aura appris à travailler ensemble tous les trois puis on fera une vraie boîte quoi. Tu manquais d'ambition. Ouais, ou même de croyance pure en fait dans le truc. Et par contre, le day one où on s'est mis au travail, j'ai fait comme si, tu vois, puis ça a marché quoi. Et je me suis dit putain, c'est une bonne leçon. C'est un peu comme quand tu investis dans une boîte en disant ouais bon, il y a peu de chances que ça marche, et ça explose. C'est un peu la même histoire. Et après, l'alchimie entre les deux a été immédiate. Ça c'est le gros coup de chance. Parce que moi, quand j'ai dit aux gens que Nicolas Collin et Alice Zaguri allaient s'associer avec moi, les gens faisaient mais une syncope. Ils disaient, mais attends, bon, toi et Alice, ok. Toi et Nicolas, ok. Mais Nicolas, Alice et toi, mais ça va mal finir cette histoire. Et Alice a une blague très drôle maintenant, qui nous fait tous beaucoup rire. Elle en a plusieurs, mais la première, elle dit Nicolas, c'est le cerveau gauche. Oussama, c'est le cerveau droit. Puis moi, je suis le corps. Puis tu connais Alice, donc tu vois comment elle incarne ça. Ou sinon, elle a une autre blague, elle dit non, mais de toute façon, c'est très simple, notre association. Oussama, il vit dans le futur, il nous dit quoi faire. Moi, je vis dans le présent, je fais en sorte que ça arrive. Puis Nicolas, il vit dans le passé, il explique à tout le monde pourquoi ça marche.
Donc il y a plein de plaisanteries comme ça. Mais on a trouvé un bon équilibre. Un très très bel équilibre. Et t'as pas peur justement quand en s'installant tout ça, t'as du mal à générer de ce genre de... On parle pas. Tu sais que c'est notre c'est notre plus grande angoisse. On a deux angoisses permanentes. La première angoisse, c'est que les gens nous mettent de plus en plus sur un piédestal et la relation avec les entrepreneurs est de plus en plus dure quand ils rentrent. Parce qu'en fait, nous, notre but, le plus vite possible, c'est qu'on soit à égalité. Je ne crois pas aux relations de mentoring. Je ne crois pas aux relations de Oussama sur sa montagne qui donne des conseils aux entrepreneurs. Si l'entrepreneur ne rentre pas à The Family, il met tout de suite sur un pied d'égalité. Ça veut dire quoi un pied d'égalité? Ça veut dire des fois il m'écoute, des fois il ne m'écoute pas. Des fois il me met en cause, des fois il ne me met pas en cause. Mais il a cette relation active avec ce que je lui dis. Parce que si moi je dois commencer à réfléchir en me disant j'ai une responsabilité dans ce que je dis, bah, je suis plus libre. Tu vois, la responsabilité, c'est anti-libertaire. Et si je suis pas libre de pouvoir lui dire des trucs très cons, mais je vais pas être libre de lui dire des trucs très bien. Et donc, il faut des gens qui soient hyperactifs. On a une collection interne assez amusante. Alors, on essaie de trouver des petits rituels. Par exemple, un des petits rituels maintenant, c'est quand un entrepreneur rentre dans The Family, il rencontre 3-4 entrepreneurs qui lui disent les 3 conseils les plus débiles qu'Oussama m'ait jamais donnés. Tu vois, comme ça. C'est quoi le top 3? Je sais plus, mais c'est des trucs marrants. Genre, un jour, à un moment, j'étais persuadé que Hitch devait dépenser des centaines d'euros en acquisition. Et Dieu merci, ils ne l'ont pas fait, parce que s'ils l'avaient fait, il serait mort. Mais je sais plus. À l'époque, ça me paraissait bien comme raisonnement. Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, en fait. Et en fait, ils sont sortis du rendez-vous. Ils se sont dit, non, mais jamais on va faire ça. Je crois que le deuxième qui donne en exemple, c'est à un moment, je sais pas pourquoi. De temps en temps, moi, j'ai des lubies. Je me lève le matin, j'ai une lubie. Et alors, la lubie du moment, à un moment, c'est que j'étais persuadé que je sais plus quelle plateforme obscure allait exploser. Et je voulais que tout le monde switch sur cette plateforme. Évidemment, cette plateforme n'a jamais explosé. Je saurais même pas trop dire le nom de la plateforme, en fait. Puis tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, il est pas bien, ce garçon, quoi. Et ça a duré 2 semaines, tu vois. Mais pendant ces 2 semaines, heureusement que personne m'a écouté. Je crois que le truc est mort 3 mois après. Troisième conseil, un peu à côté de la plaque que j'ai donné, c'est un conseil de pricing. Un des trucs qui marche super bien à The Family, c'est de doubler le pricing des gens. Et c'est un peu un mécanisme. Avec Balthazar, on a ce jeu assez marrant. On rentre dans une pièce avec un entrepreneur, on lui dit double ton prix. Puis il est paniqué, il le fait pas, et puis il finit par le faire, et il voit qu'il vend plus qu'avant, tu vois. Et c'est un truc que les gens se rendent pas compte, en fait, à quel point se dévaloriser et tout. Mais en fait, le problème, c'est quand un truc est déjà très cher, si tu doubles le prix, c'est débile. Et une fois, on a fait doubler le prix à un mec qui était déjà en fait trop cher. Et alors là, lui, il a perdu tous ses clients. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, franchement, il faut que tu baisses tes prix, quoi. Et les mecs, vous foutez de ma gueule. Je le savais. Je dis, mais maintenant, on en est sûr. Mais tu vois, des fois aussi, faire des trucs débiles, ça te permet, en fait, de créer... En fait, les gens sont très, très, très fiers de leur raisonnable. Et ils aiment bien se dire, moi, je suis intelligent, je suis quelqu'un de raisonnable. Mais ça produit rien, en fait. Et les startups sont tellement contre-intuitives que la seule chose que tu as à faire dans la journée, c'est d'être complètement con. Si tu es suffisamment con, suffisamment de fois, tu finis par trouver des trucs où tu te dis « Ah ouais, en fait, d'accord ». Et tu découvres des secrets, en fait. Mais les secrets sont jamais dans le raisonnable. Le raisonnable, c'est réservé justement aux gens qui ont les moyens de l'être, en fait. Faut être déjà sacrément riche pour avoir le droit d'être raisonnable. Les grands groupes, évidemment, si les grands groupes étaient dirigés comme des startups, ce serait une cata, tu vois. Pourtant, l'écosystème, en tout cas français, est produit des entrepreneurs qui viennent un peu du même moule. C'est-à-dire, c'est plutôt des gens qui viennent de familles déjà un peu installées, qui ont fait des grandes écoles, donc un certain niveau de moyens. À The Family, c'est pas vrai. Ouais. Je pense qu'on a une grosse rupture entre l'écosystème BPI et l'écosystème The Family. Je pense en fait que tous les gens du microcosme français, accélérateur institutionnel, subvention, argent public, ils ont tous la même gueule. The Family, c'est un no-go. Si tu as déjà pris de l'argent public, tu n'as pas le droit de venir chez The Family, c'est ça? Ouais, exactement. Alors après, évidemment, on ne va pas se mentir, ils le prennent en secret, ce qui m'amuse. Un des grands secrets de The Family, c'est que les boîtes de The Family prennent de l'argent public en ne disant jamais qu'ils sont à The Family et en nous disant jamais qu'ils l'ont pris, tu vois. Des fois, dans les reportings, on rigole parce qu'on dit, mais c'est bizarre ta cash position, là. Il vient d'où, ce cash? Non, mais tu sais, Puis il y en a qui finissent par le cracher. Bon, on a pris de la BPI. Désolé. Et en fait, évidemment,
Mon but, c'est pas de leur empêcher de le prendre. Mon but, c'est qu'ils se sentent mal de l'avoir pris, ce qui est différent. Et je pense qu'ils doivent se sentir mal de l'avoir pris pour 3 raisons. La raison numéro 1, c'est que l'argent public français est un argent que personne ne respecte et ça me choque. J'en ai marre d'entendre des VC dire « Ah, mais prends l'argent de la BPI, c'est gratuit, ça dilue pas. » Mais connard, c'est l'argent des impôts, c'est l'argent... Moi, quand je me dis que cet argent prend l'argent des gens dans ma famille qui payent des impôts, et je me dis, putain, ça a été pour faire une app de je sais pas quoi, parce que 80% des startups sont débiles, enfin, par définition. 80% C'est la nature même. C'est la nature même du truc, c'est que tu essaies de faire des trucs innovants. La plupart du temps, quand tu essaies de faire un truc innovant, tu te plantes. Hein. Les gens sont marrants a posteriori, ils disent « Ah ouais, c'était évident. » Bah oui, j'aimerais bien te voir a priori, voir si tu arriverais à décider ce qui est évident ou pas. Donc ça, en fait, moi je suis très scandinave là-dessus. Moi, je préférais qu'on ouvre des crèches que de faire de l'activité économique. Je pense que les gens... Je comprends pas pourquoi on a besoin de l'État alors qu'on a beaucoup de gens très riches en France qui n'investissent rien. Sans doute qu'ils investissent rien. Il y en a qui investissent. Bah, quelques-uns. Ouais, tu les comptes sur les doigts d'une main. En France, on a qui? On a Bernard Arnault, Xavier Niel. Vas-y, qui d'autre? Voilà. On en a quand même un peu plus de fortune. Hein. Enfin, et en fait, tous ces mecs-là sont déplorables. Ils veulent prendre aucun risque, ils veulent pas faire circuler l'argent. On est un des pays qui a la vitesse de circulation de la monnaie la plus faible au monde. Hein. Enfin, c'est pas. Tu peux dire la France est un pays non marchand qui il y a quelques années massacré tous ces protestants. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on le ressent. Tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que être commerçant, c'est mal vu. Regarde, tous les métiers d'insulte sont des métiers de commerçants. Hey, c'est un épicier. Bah, connard. Enfin, oui, ok, très bien, c'est un épicier. Et alors? Donc ça montre une culture profonde. La deuxième chose, c'est que l'argent public, c'est un argent lent. Ce qui est normal. Souvent, quand je dis ça, les gens me disent « Oui, comment on pourrait faire pour aller plus vite ?» Alors, je dis « Bah non, tu comprends pas. C'est par nature qu'il est lent et je suis pas sûr qu'il devrait aller plus vite. » Parce que le niveau de due diligence des institutions publiques quand ils donnent de l'argent est délirant. Et pourquoi? Parce que c'est pas leur argent, donc ils doivent faire attention. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux avoir de l'argent de gens privés, c'est leur argent, ils font moins attention, donc ils font plus d'erreurs, mais ils sont skin in the game, c'est leur argent. Et donc, ça les rend intelligents. Parce que quand tu es skin in the game, quand tu mets ta peau en jeu, tu as ça. Et la troisième chose, c'est que l'argent public est un argent qui te force pas à te poser les questions de revenus, rentabilité, etc. trop vite. Et donc, tu te dis des trucs du genre ah mon Dieu, j'ai du temps ou je sais pas quoi. Et c'est terrible en fait, parce qu'en fait, t'as pas de temps, t'es une start-up, t'es fragile, tu dois aller vite, etc. Et donc, c'est pas la bonne énergie. Et résultat, on a réussi à créer un endroit où les mecs, bah, ils le prennent parce qu'il faut pas être con et que quand on te donne de l'argent, bah, il y a un moment, tu finis par le prendre. Mais au moins, ils le traitent bien. Ils passent par des intermédiaires, ils font ça vite, ils en parlent pas, ils s'en gargarisent pas, ils ressentent un peu de honte quand ils l'ont pris, donc ils essayent d'avoir d'autres KPI, parce qu'à la fin, tout ça, c'est que des histoires aussi d'énergie. Hein. Si The Family disait on a un process pour te faire prendre de l'argent public, bah, toutes les boîtes voudraient nous faire prendre de l'argent public et on passerait 40% de notre énergie à remplir des dossiers. Étant donné qu'ils savent très bien qu'on est contre, ils nous en parlent pas, ils font leur affaire et nous, on peut se concentrer sur les vrais sujets. Quoi. Je pense que ça a été l'une des décisions les plus libératrices qu'on ait prises. Et parmi les sujets que tu viens d'évoquer, les sujets pour accélérer, lesquels sont prioritaires aujourd'hui? Est-ce que tu en vois que tu ne voyais pas il y a quelques années quand tu as lancé The Family, qui émerge? Non, c'est toujours la même chose. La seule chose qui compte, c'est de trouver ton product market fit. Nous, on divise les boîtes en 2 temps. Avant le product market fit, après le product market fit. Product market fit, ça veut dire que tu as trouvé un pricing, un client, une proposition de valeur tellement évidente que le marché en demande plus que ce que tu es prêt à offrir ou ce que tu es capable à offrir. Et quand tu as cette pression-là, commence la seconde phase qui est le scale. Et donc, avant le product market fit, il ne faut surtout pas scaler. Il faut tout faire à la main, il faut être artisanal, il faut être scrappy, compter chaque euro, etc. Et dès que tu as le product market fit, il faut dépenser de l'argent par la fenêtre, faut aller conquérir le marché, il faut aller le plus vite possible, il faut demander comment accélérer, etc. Et en fait, de l'extérieur, c'est pour ça que les gens sont un peu perdus sur The Family, parce que de temps en temps, les gens rentrent à The Family et disent « Ouais, là, on va lever et tout. » Tu dis « Mais non, tu vas pas lever, tu vas pas machin. » Mais je comprends pas, je croyais qu'à The Family... Et à côté de ça, on a fait les plus belles séries A et les plus belles séries B de l'écosystème. Moi, ma théorie sur les startups françaises, c'est qu'on leur donne trop d'argent au début et pas assez après.
Ce qui ressemble bien, en fait, à l'éducation qu'on a aussi avec les enfants, tu vois. Tu leur donnes trop vite? Bah ouais, en France, c'est très, très rare de travailler ado et étudiant. C'est très rare. T'es très subventionné. Et après, quand t'es dans ta vie, alors là, démerde-toi. Il y a plus. C'est pour ayant une culture libanaise, c'est un truc qui est très bizarre. T'es arrivé à quel âge en France? Moi, je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Mais même si je suis arrivé à 8 ans, en fait, les Libanais ils sont tellement... la culture libanaise est tellement forte qu'à la maison, t'es dans une bulle, en fait. De règles, de façon de voir le monde. J'ai tellement d'histoires ou de chocs. Au Liban, gagner sa vie à 12-13 ans en faisant des trucs pour ton oncle, ton machin, tu vas gagner de l'argent, travailler quand t'es étudiant, c'est... very usual. Et quand tu t'installes dans la vie, quand tu te maries, etc., t'es très supporté, en fait. À un mariage libanais, tu reçois beaucoup d'argent, par exemple. Alors qu'à un mariage en France, quand les gens donnent 100 balles, c'est déjà, tu vois... Tu regardes qui t'aime et qui t'aime moins, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense pas que l'argent que tu récoltes en France paye ton mariage. Au Liban, ça paye ton mariage, ta maison, ton installation, etc. Parce qu'en fait, c'est plutôt l'idée qu'au début, tu dois gagner ta légitimité. Donc, tu dois travailler. Et puis, une fois que tu as travaillé, si on peut te donner un coup d'accélérateur pour te faire sauter une étape, tant mieux, en fait. Alors qu'en France, c'est l'obsession du démarrage. Ah, mais maintenant que tu as démarré, démerde-toi, en fait. Et ça se ressent dans les accélérateurs. Tout le monde est obsédé par aider les gens à démarrer en France. Personne, tu vois, les gens nous disent, mais machin, il est plus dans The Family. Tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens ne quittent jamais The Family. En fait, PFIT peut m'appeler un matin en me disant, je suis en train de recruter tel candidat, j'arrive pas à le convaincre. Est-ce que tu peux lui passer un coup de fil? Ça, c'est des choses qu'on fait, en fait. Parce qu'il y a pas de... C'est beaucoup plus important d'aider PFIT à recruter un top VP, et ça a beaucoup plus d'impact sur notre valeur en tant que groupe que d'aider machin à se rassurer et démarrer parce qu'il ne se sent pas en confiance et il hésite à quitter son emploi. Je dis, mais ok, en fait, garde ton emploi, arrête de nous emmerder et viens pas à The Family, en fait. C'est parce que les gens mettent pas le curseur au bon endroit. Et souvent, parce que c'est tout ça, c'est le drame des visions sociales du truc. Souvent, moi, les gens me disent, vous avez créé The Family pour changer la France. Alors, tu dis, bon, alors, non, on a créé The Family pour avoir 100 boîtes en France par an qui valent le coup. C'est ça qu'on a fait. On en est loin. On en approche, mais une fois qu'on aura 100 boîtes... Alors, évidemment, si on crée 10 boîtes qui valent 100 milliards en France, il est fort probable que c'est un impact sur la France. Mais c'est pas le but. Le but, c'est les boîtes. C'est pas... Et puis, c'est une question aussi de modestie. Tous ces gens... C'est comme les startups, ils disent, oui... To make a world better place. Oui, d'accord, mais enfin, make a world better place, dans le jeu vidéo entrepreneuriat, c'est le niveau 99. Quand tu as tué tous les boss d'avant, alors tu as le boss product market fit, le boss scale, le boss management, le boss pricing, le boss profitabilité, le boss politique, le boss je sais pas quoi. Et en fait, un jour, peut-être, tout ça, tu as tué tous les boss et tu as le droit de jouer... au Bill Gates, quoi. Tu as le droit de... Tu te dis, bon, j'ai plus rien d'autre à faire. Mais c'est un niveau très, très rare, en fait. La plupart des entrepreneurs ne le connaissent jamais. Ok, merci beaucoup, Oussama. À bientôt. Plaisir, à bientôt. Bonne journée.